Vous écoutez Y'a rien, ça joue. Gros scénario en Première Ligue. Bonjour à tous les amis de Y'a rien, ça joue. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du meilleur championnat d'Europe, même du monde si je puis dire. Bien évidemment, avec moi pour en parler, comme d'habitude. On n'est que 3 aujourd'hui. Maxime, Jérémy, comment ça va ? À toi l'honneur, Maxime. Bah ça va, nickel, en forme, hâte de débattre de la Première Ligue et de... Est-ce qu'il y a débat aujourd'hui ? Bah il y a toujours débat, il y a toujours moyen de débattre, en tout cas des sous-débats possibles, même si on peut être d'accord sur l'essentiel, mais il y a toujours moyen de débattre. Enfin je pense qu'on sera pas d'accord sur tout. Maxime, aujourd'hui. Donc voilà. Et moi, j'étais pas là à la dernière émission, donc ça me fait plaisir de revenir et d'avoir été invité une nouvelle fois et de parler de Première Ligue. D'être invité, c'est littéralement ton média, mais bon, t'inquiète. Moi, je fais tourner auprès de l'équipe, je ne m'impose pas. Gros maillot d'Arsenal. Oui. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Pourquoi ? Fan de Pierre-Emerick Aubameyang, et j'ai adoré son passage à Arsenal. Je trouve que depuis son départ, il manque cet attaquant qui met des buts finalement. Et voilà, il a placé la référence. Ouais, tu vois, regarde. Oui. Ça y est, dès qu'on parle d'un joueur de l'OM, c'est fini. Non, lui, c'est pas que l'OM, c'est Saint-Etienne, c'est Milan, c'est Monaco. Ton amour pour Aubameyang, tu le dates de quelle époque ? Pas le sujet. Pardon. On en reparlera. On en reparlera plus tard, hors tournage. Aujourd'hui, on va parler donc de Arsenal et Tottenham, deux clubs qui ont un parallèle assez spécial, parce que c'est quand même, on parle quand même du derby du nord de Londres, mais là, pour le coup, il y a deux équipes qui sont en train de choquer, pas de la même manière, mais en tout cas, qui sont en train de choquer dans cette fin de saison. Arsenal, on va dire, qui, bon, ça va, ils se battent pour la Première Ligue. Tottenham se bat pour la Première Ligue, mais d'une différente manière. Ils vont peut-être descendre, donc c'est plutôt compliqué. Et on va commencer avec avec Arsenal, puisque c'est vraiment le scénario qui... Bon, s'ils finissent deuxième, on a l'habitude, quoi, j'ai envie de vous dire. Arsenal qui lutte pour le titre, qui vient de perdre au moment où on parle contre Manchester City. Bon, c'était le week-end dernier. Ce qui a permis aux Citizens de passer devant. Arsenal est pour l'instant deuxième, vous allez dire. Non, oui, grâce aussi au match au retard qu'ils avaient face à Burnley. Qu'ils ont gagné 1-0, je crois. But d'Erling Haaland. Erling Haaland, à la 5e minute de jeu. Voilà, j'ai vu le match. Pour ceux qui étaient sur Twitter, il y en a qui disaient que Kyle Walker avait marqué à la 96e. Bon, ça n'est pas arrivé, hein, donc il fallait se calmer. Burnley qui donc aussi descend, mais bon, ça c'est autre chose. Arsenal qui a 70 points, 33 matchs joués, égalité avec Manchester City. Ça va se jouer sur peut-être le nombre de buts, la différence. 37 égalités pour le moment entre les deux équipes, donc c'est assez spécial pour le coup. Et t'as quand même Manchester United qui est loin derrière avec 58 points. Manchester United d'ailleurs, une bonne saison. Bon, ça c'est autre chose. Je vous le donne l'information. Oui, on prend. Faut que vous me regardez, je vous donne l'information. Tiens, je vais commencer avec toi, Jérémy. Comment on peut expliquer qu'avec un Arsenal, on était presque sûr qu'ils allaient remporter un trophée? On a une vidéo dans les prochains jours qui devrait sortir aussi sur la Champions League où ils sont encore dedans. Comment on peut passer à 2 doigts du désastre si on peut faire un parallèle avec l'Inter la saison dernière qui, pareil, ne remporte rien et pourtant qui est quand même allé assez loin dans chaque compétition? Je pense déjà pour l'Inter, il y avait une dimension différente. L'Inter, il y avait aussi quelque chose de physique, ils étaient au bout du rouleau, ça a été compliqué de vraiment suivre les deux compétitions. Arsenal, on l'a entendu, on le voit sur les réseaux sociaux, ça dépasse le physique et là on va parler du mental. Cette équipe, ça fait des années qu'elle est classée avec d'autres équipes dans une catégorie de choker. On se moque d'eux sur les réseaux sociaux. Une équipe de losers. Mais en fait, je pense que mentalement, sur un joueur, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Il y a une pression énorme. Cette saison, à un moment, ils ont eu 12 points d'avance sur Manchester City, qui à ce moment-là n'allait pas bien dans le jeu. On critiquait Pep Guardiola, ses choix. Parfois, Cherki n'était pas là. Parfois, il était mal placé. Parfois, Bernardo Silva, c'était bizarre, le début de la période difficile d'Haaland. Et on s'est dit... c'est maintenant ou jamais. Tout le monde était là, ouais, le FC Corner, c'est injouable, ils n'arrivent pas à gagner. Et puis à un moment, il y a eu un... Est-ce que l'équipe ne s'essouffle pas là ? Parce que là, tu parles entre guillemets que c'est pas physique, c'est certes mental, mais tu as quand même le fait d'avoir joué tous les matchs, peut-être qui fait que physiquement, ça commence à... Sachant qu'en plus, il y a une Coupe du Monde, donc les joueurs vont pas forcément se donner à 100%. Non, parce que je pense que pour moi, la première priorité quand t'es Arsenal, tu oublies la Ligue des Champions, tu oublies... non, pas la Coupe du Monde, mais le championnat, c'est tellement important, surtout en Angleterre, c'est un autre truc. Ouais, mais attends, ça, tu parles des supporters de Arsenal, mais en soi, les joueurs, ils s'en foutent. Non, je pense que même en Angleterre, c'est un truc qui est intégré dans la construction d'un club. La Première Ligue est plus importante que les autres compétitions. C'est vraiment le Graal absolu. Et on l'a vu ces dernières années. Je pense qu'Arsenal aurait préféré, quand ils ont encore une bataille face à City, et des batailles où ils perdent de 5 points, où il y a encore ce run de City qui est un habitué et qui va chercher le titre. Je pense que ça blesse, et c'est ce groupe-là actuellement, même s'il y a eu quelques ajouts,
qui a vécu ces choses-là. Et peut-être qu'il y a encore ces démons qui reviennent. Là, le mois d'avril, il est catastrophique. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les prestations, même s'ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, on en parlait avant, c'était pas fameux non plus face au Sporting. Donc cette équipe retombe dans ses anciens travers et je pense que c'est aussi une année décisive. S'il n'y a pas de titre, quel que soit le titre, je pense qu'on peut repartir à zéro sur un nouveau projet. Non, c'est sûr, tu parlais d'un mois d'avril. Moi, franchement, les derniers matchs sont catastrophiques. Si tu reviens de Manchester City où ils perdent 2-1, après, avant, ils ont fait Arsenal Sporting 0-0 et franchement, c'est catastrophique. Ils ont perdu chez eux contre Bournemouth. Ils gagnent certes 1-0 contre le Sporting 1-0, mais ils perdent en FA Cup contre Southampton. Ils perdent en finale de la League Cup contre Manchester City. Après, en Ligue des Champions, en fait, ça va. En fait, Ligue des Champions, ils arrivent à tenir la baraque. Mais sinon, depuis la défaite contre Manchester City, Maxime, j'ai l'impression que Arsenal vraiment est en dedans et n'arrive pas à remonter la pente. C'est vrai qu'Arsenal est en dedans ces derniers temps, c'est compliqué pour eux. On sent aussi que le projet de jeu d'Arteta, Arteta n'a pas réussi à mettre en place réellement ce qu'il voulait faire et il s'est retourné du coup par défaut sur un système beaucoup plus pragmatique. On parlait des techniques sur corner, même si c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser dans le football moderne. Mine de rien, tu peux pas baser tout ton projet de jeu sur des situations très particulières comme les coups de pied arrêtés. Donc c'est vrai que c'est un souci pour Arsenal. Après il y a aussi des joueurs qu'on attendait fortement en début de saison, qui n'ont pas forcément non plus confirmé. Je pense à Gyökeres qui est arrivé, on s'est dit enfin Arsenal a un 9 et puis Gyökeres il n'est pas titulaire. C'est le profil aussi de Gyökeres qui plaît pas à Arteta. Peut-être aussi, mais alors à ce moment-là, ça pose la question du pourquoi avoir été chercher Gyökeres du coup, s'il convient pas à l'entraîneur. Enfin, normalement, j'ai plutôt l'impression que c'est l'entraîneur qui fait le mercato. Si là, Gyökeres, il est signé alors que l'entraîneur, il le veut pas, ça pose du coup d'autres problèmes. Donc voilà, donc en fait, c'est vrai que il y a une forte assise défensive à Arsenal et c'est vraiment la force de cette équipe, une arrière-garde très solide. On sent qu'offensivement, si on doit les comparer à City, qui est leur concurrent pour le titre, ils n'ont pas la même force de frappe que City, c'est indéniable. Après, sur ce que disait Jérémy, moi je pense que pareil, il y a pour Arsenal, la priorité, ça doit être la Première Ligue, parce que tu peux pas faire all-in sur la Ligue des Champions, tu peux pas tout baser là-dessus, qui est une compétition quand même aléatoire où tu peux être limite être le favori et sortir parce que c'est une double confrontation, donc c'est plus instable on va dire. Alors que la Première Ligue entre guillemets, si tu maîtrises tes matchs, surtout que eux ils ont un calendrier sur la fin de saison qui est un peu plus favorable que par rapport à City, qui a des plus grosses équipes à jouer un petit peu dans mon souvenir de ce que j'ai vu. On va en parler juste après. Donc voilà, donc en fait tu peux te dire qu'ils ont un petit avantage par rapport à ça. Donc moi je pense qu'ils auraient tout intérêt à d'abord privilégier la Première Ligue et ensuite la Ligue des Champions s'ils peuvent pas prendre la Première Ligue. Et ça fait 20 ans en plus. Ça fait plus de 20 ans que tu l'attends ce titre. C'est comme Liverpool qui avait ce... Ouais, dernier titre, c'est les Invincibles. 2003-2004. Ça fait un peu comme Liverpool. Klopp, quand on a vu la célébration des joueurs... Je n'ai jamais vu Arsenal gagner je vous le dis, j'étais même pas né lors des Invincibles. Donc c'est chaud. Invincible, c'est quelle année déjà ? 2003-2004. J'étais né, mais pas l'âge de me... Voilà, tu vois, j'avais 5 ans. On va pas faire... Bon, vas-y, toi. 13 titres de champion d'Angleterre, et là, pour le coup, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Arteta, au final ? Oui, parce que je trouve que par rapport à... Surtout dans l'économie actuelle et comment on gère un club de football, on lui a laissé le temps, on lui a donné les armes et on lui a donné les moyens. Et avec ce qu'il a, je trouve, même s'il y a quand même des mastodontes à côté, il aurait dû en prendre une. Après, le championnat n'est pas fini, ils sont quand même à égalité, et comme a dit Maxime... On parle quand même d'un City qui roule sur le championnat, qu'on se le dise, parce qu'on parle beaucoup de la Ligue 1 ou de la Bundesliga, où c'est souvent le Paris Saint-Germain, le Bayern, mais tu regardes en Première Ligue, au final, sur les dernières saisons en tout cas, c'est Manchester City qui prend très souvent la Première Ligue, et avant City, c'était United, tu vois. Donc au final, la Première Ligue a souvent été à Manchester, mais c'est souvent quand même Première Ligue un club qui... Tu prends en général une grosse période, c'est généralement un club qui gagnait le plus souvent, tu vois. Ouais, mais comme par exemple l'année dernière, quand on voit City qui est un peu, qui a totalement loupé sa saison entre guillemets, et Liverpool qui vient gagner, on se dit en fait l'Arsenal ça fait un peu tâche, même si c'était la continuité première année de Slot qui récupérait aussi un peu le travail de Jürgen Klopp. Arsenal qui était plus établi, qui avait plus de jeux, même s'il Slot était resté un peu dans les dispositions qu'avait fait Klopp. Là tu dis qu'Arteta c'était ton moment, ton chat noir, ton bourreau se loupe, on te laisse une opportunité et tu l'as pas saisi, et que cette année encore une fois City,
Même si là, on retrouve la machine, et pendant une grosse partie de la saison, ça se cherche, ça a des difficultés, ça gère mal le retour de Rodri ou la période sans Rodri. Et on se disait bien que Arsenal n'avait aucune faiblesse. Et c'était rare de penser ça d'Arsenal ces derniers temps. Et perdre cet avantage. Et c'est dans le jeu. Tu as parlé du jeu. Mais je trouve que depuis la défaite face à City en finale, où City a coupé les lignes de passe entre la défense et le milieu, je trouve que tous les adversaires l'ont reproduit derrière et qu'il n'a pas trouvé de solution. Et ça va aussi dans les joueurs. Je trouve que c'est des joueurs, je dirais pas moyens, c'est critique, mais je vois pas un gars qui peut porter ton équipe. Je pense en pas. plus, ce deux gars là été blessé une grosse partie de la saison. Saka l'est encore. Oui, mais je pense même pas que Saka est dans la dimension de tous les joueurs qui ont apporté. Il n'est pas dans la dimension des Salah, il n'est pas dans la dimension d'un Haaland, il n'est pas dans la dimension Il manque un joueur qui porte une équipe. Oui, c'est ça. Il y a des bons joueurs dans chaque ligne. Je trouve que la défense est sur le papier l'une des meilleures, avec Nketiah, Saliba, Gabriel et Timber. C'est fort. Raya, c'est très très fort. Rice, c'est très intéressant. Zubimendi, je suis un peu partagé sur ce qu'il fait à Arsenal. Je pense que la blessure de Merino a fait beaucoup de mal. Mais devant, je trouve ça limité. Gabriel Martinelli, Havertz, Trossard, Saka, Madueke. Pour moi, ça respire pas classe mondiale déjà, et c'est peut-être un peu décevant dans le recrutement ce qui a été fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, sachant que ils ont quand même pas mal recruté. Tu parlais justement des derniers matchs à jouer, je vais juste les citer. Arsenal va affronter Newcastle à domicile, enfin Arsenal sera à domicile. Après, ils vont affronter l'Atlético donc chez eux pour l'aller. Arsenal, Fulham après donc à Arsenal Atlético, West Ham Arsenal Burnley et Crystal Palace Arsenal pour finir. Ce sera un beau match pour finir la saison de Première Ligue. Il y a quand même West Ham et Burnley qui entre guillemets, même si Burnley n'a plus rien à jouer en Première Ligue, West Ham fait partie des derniers. Donc on va dire que... Mais West Ham qui doit se sauver, qui doit se battre pour se sauver. Exactement. Et j'ajouterais Crystal Palace, car il y a une possibilité où Crystal Palace, l'Europe, c'est mort en championnat, mais s'ils passent la demi-finale, ils ont une chance de gagner la Ligue Europa Conférence, donc de se qualifier en Ligue Europa. Donc je pense qu'il y aura aussi un truc de délaisser la Première Ligue, où il n'y a aucune chance d'aller en Europe presque. C'est le dernier match de la saison, ils sont à domicile, je pense pas qu'ils vont tout lâcher non plus. Non, mais s'ils sont en finale... Il y aura peut-être aussi une gestion, tu vas pas jouer toutes tes cartes, je pense pas qu'imaginons que tu verras un Mateta forcément un titulaire, ou Ismail Assar, ou Lacroix, je pense que ça va faire tourner, même si c'est le dernier match, tu veux faire bonne figure. S'ils sont en finale de Ligue Europa Conférence, qui sera quelques jours, quelques semaines après, il y aura un grand choix à faire. Si on parle du coup de Manchester City demain va jouer contre, au moment où on parle, donc ce sera aujourd'hui au moment où la vidéo elle sort, affronte Southampton à 18h15, mais en FA Cup pour la demi-finale. Après ça sera Everton à l'extérieur, Manchester City Brentford, donc Bournemouth Manchester City Crystal Palace, Manchester City Aston Villa. Ils sont quand même pas mal de fois chez eux, mais c'est pas petit club. C'est les équipes qui, à l'inverse d'Arsenal, qui jouent toute l'Europe. Sauf Crystal Palace, mais Aston Villa, Bournemouth. Et Everton aussi, qui sort une très belle saison et qui ils vont à Everton. Ouais. Nouveau stade, nouvelle Everton qui ambition. Sont pour le moment. Et non, mais ils sont pas loin. Et Bournemouth aussi, ça joue au football. Ça va être dur pour City. Bournemouth aussi a des qualifications. Oui, qualifications. Non, ça va être très très dur pour City. C'est d'autres enjeux et des équipes qui jouent très bien. Je pense que Southampton, il va faire beaucoup tourner parce qu'il n'a pas fait tourner face à Burnley. C'était vraiment l'équipe type. Southampton, équipe de seconde division. Je pense que tu verras du Marmouche, du truc comme ça sur le terrain, du Stones. La chance de City, en fait, c'est de pouvoir s'appuyer sur un effectif qui est assez large et aussi le fait que tu n'as pas... Attends, je te coupe parce que Arsenal a quand même deux effectifs. On parlait des deux effectifs d'Arsenal. Oui, mais tu vois, mais en termes de quantité, je suis d'accord. Mais après, en termes de qualité, tu vois, City, tu peux remplacer un joueur par un autre. Tu perds pas forcément énormément en termes de qualité. Il y a des joueurs, les joueurs sont remplaçables si tu veux. Compliqué City. City, je trouve qu'il y a un 11 de départ et derrière, c'est pas des joueurs en confiance, c'est pas des joueurs qui ont. Non, mais il arrive quand même à. J'ai l'impression que Pep Guardiola, entre guillemets, Luis Enrique a réussi à faire ce que Pep Guardiola a fait. Tu vois, c'est réussir à avoir des joueurs qui sont performants, peu importe quand tu les fais jouer. Tu vois, qui aurait pu penser que O'Reilly ferait la saison qu'il fait cette saison, tu vois. Ça, et pourtant, derrière, t'as Ryan Aït-Nouri et qui était à mes yeux un des meilleurs défenseurs gauche d'Europe au moment où il rejoint City, tu vois.
Donc au final, je pense qu'ils ont quand même un meilleur effectif que Arsenal. Quand j'y pense, regardez, Phil Foden, mauvaise saison. Savigno, mauvaise saison. Marmouche, pas de confiance, mauvaise saison. Reinders, Mais c'est pas perte de confiance. Nico Gonzalez. Non, mais c'est pour ça le banc. Faut aussi, là, les joueurs que tu cites, ils viennent d'arriver pour la plupart. Oui, mais c'est eux sur le banc, c'est lui qui rentre à chaque fois. Nico Gonzalez qui va peut-être devoir jouer parce que je sais pas le degré de la blessure de Rodri. Il a joué pendant un long moment, ça devenait acceptable. Rodri est revenu, il a perdu sa place. Ça manque aussi de... Après, on s'éloigne du sujet là. Non, mais c'est pour dire. Non, on parlait de l'effectif et de matchs qu'ils allaient jouer. Ça va aussi jouer pour City. Même si eux, ils n'auront pas la Ligue des Champions, il y aura une gestion aussi physique à gérer. Et c'est la première ligue. Tout le monde peut battre tout le monde. West Ham peut faire un coup. Du coup, je reviens sur Arsenal. Pour moi, la vraie clé pour Arteta, c'est comment il va gérer cet enchaînement Ligue des Champions, championnat. Enfin, en fait, on est un peu dans ce qu'on disait déjà quand on analysait les quarts de finale de Ligue des Champions, comment ils allaient gérer l'enchaînement. Le problème, du coup, il est toujours le même, c'est comment ils vont gérer l'enchaînement jusqu'à la fin de la saison entre ces deux compétitions. La Ligue des Champions qui prend énormément d'énergie et mine de rien, même si tu peux partir du principe que la Première Ligue, c'est l'objectif prioritaire, mine de rien, tu peux pas faire l'impasse sur la Ligue des Champions, tu peux pas aligner une équipe B en Ligue des Champions. Donc ils vont devoir faire tous ces matchs avec l'équipe type. Donc ça va aussi être une question de l'enchaînement des matchs, comment l'équipe va supporter ça. Justement, pour clore un peu cette partie Arsenal, ils affrontent donc l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Imaginons dans un futur proche que Arsenal aille chercher la Ligue des Champions mais ne fait pas le championnat. Qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce que c'est quand même une saison réussie pour Arsenal ? Du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, je pense que ta saison, elle est réussie. Mais je pense intrinsèquement que dans le cœur des fans, l'APL est tellement importante. Quand j'entends Thierry Henry parler sur CBS, c'est tellement attendu. Oui, c'est sûr. Que même si entre guillemets, tu as la fierté de dire oui, c'est moi qui ai gagné, mais tu es fan de ce club, tu veux voir ce club réussir dans ton championnat. Et ça marche pas. Et je pense que... ce serait quand même une mini déception. La Ligue des Champions, c'est magnifique. Personne ne pourra cracher dessus. Et on a vu plein d'équipes comme le Real Madrid gagner la Ligue des Champions, mais pas le championnat. Et la saison est réussie. Parce qu'après, ça dépend où tu mets le curseur aussi. Ça, Les fans du Real Madrid préfèrent gagner une championne. Il y aura un petit goût d'échec et il y aura toujours... Et encore une fois, je parle du mental. Il y aura toujours ce truc qu'on dira, t'avais 12 points d'avance, voire 15 sur City. T'as choke. Et c'était peut-être tes dernières chances de gagner l'APL quand tu vois qu'il y a derrière des équipes qui commencent à retrouver de belles couleurs et qui ont un avenir peut-être plus radieux. À voir ce que fera Arsenal dans les prochaines saisons. C'est ça. Dernière question, et si, dans le cas, et je vais la poser à Maxime, dans le cas où ils ne vont chercher rien du tout, qu'ils font comme l'Inter l'année dernière, qu'est-ce qu'on fait d'Arteta ? Pour moi, mine de rien, je sais que ça peut heurter certains, mais pour moi, malgré tout, je trouve que le bilan d'Arteta sur plusieurs saisons, il est quand même satisfaisant, même s'il n'y a pas de titre. Et ça peut être difficile à entendre quand on est supporter d'Arsenal et qu'on a eu 12 points d'avance. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné une cup ? Grâce à qui ? Et en fait, donc je comprendrais la déception des supporters, encore que, pour moi, ne pas gagner l'APL, que Arteta il n'ait pas gagné l'APL jusqu'à présent et qu'il la gagne pas cette année, je trouve ça un peu plus choquant que les autres années, mais globalement, je suis pas étonné que Arteta n'ait pas gagné l'APL les autres années parce qu'il se bat quand même contre des équipes phénoménales et quand sur le papier intrinsèquement City et Liverpool ont un meilleur effectif qu'Arsenal, même si Arsenal a un très bel effectif aussi. Donc après c'est vrai que cette saison on pourra toujours si jamais il gagne pas l'APL, on lui rappellera qu'il avait 12 points d'avance et qu'il n'a pas su gérer cette avance. Là, ça fait 2 fois qu'il est dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc là, je pense que les supporters attendent à minima une finale. Et surtout que là, tu as l'Atlético, tu joues pas le PSG ou le Bayern. Donc là, tu te dois à minima d'aller en finale. Après, si sur un match, tu perds contre le PSG ou le Bayern, tu perds contre plus fort que toi. Il n'y a pas de regret à avoir. Donc je pense que les seuls regrets que peuvent avoir les supporters Arsenal en fin de saison, c'est s'il n'y a pas le titre de champion. Parce que sur la Ligue des Champions... Il saute. Il n'y a aucun monde où il reste. On restera là-dessus. Un club qui a fait sauter des entraîneurs, et donc à l'inverse, et qui, eux, pour le coup, jouent pas forcément le haut du tableau, c'est Tottenham. Pas mal de supporters anglais seront en détresse de voir qu'un des clubs du Big Six va peut-être descendre. Même à de grandes chances quand on voit ce que font Tottenham ces derniers jours de descendre. C'est comme un club qui a vu, pour l'information, 3 entraîneurs différents cette saison. Thomas Frank, Igor Tudor et Roberto De Zerbi. Ils aiment bien les anciens entraîneurs de l'OM, ça c'est sûr.
Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Je sais pas. Pour le coup, non. Il reste combien de matchs pour Tottenham? Je me rappelle plus. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchs et pas des moindres parce que c'est quand même des gros matchs. Bon, même si ils vont charger plus de Wolverhampton qui est déjà relégué, je pense que Wolverhampton contre Tottenham, ils vont quand même essayer de prendre Tottenham avec eux pour les faire descendre en deuxième division. Après, ça joue quand même Aston Villa, Leeds qui est quand même dans une bonne forme, même si c'est Leeds qui se déplace à Tottenham. Après, ça affronte Chelsea, ça finit chez eux contre Everton. Un calendrier qui va pas être simple. Pourtant, c'est une équipe qui, quand on regarde sur le papier, a gagné l'Europa League la saison dernière, a joué la Champions League cette saison, a fini dans le top 8. Comment, Maxime, on peut expliquer que Tottenham en soit là? Et est-ce que pour toi, ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je sais pas. Moi, je dirais qu'au vu des adversaires qui vont jouer, ça va être très compliqué parce que, comme tu l'as dit, ils jouent des équipes qui ont tous quasiment toutes quelque chose à jouer, sauf Wolverhampton qui, pour moi, là, si tu perds contre Wolverhampton, tu mérites même pas de rester. Limite, tu dois descendre si tu perds contre Wolverhampton. Donc, mais Arsenal doit descendre alors. Ouais, mais non, mais ça c'est autre chose. Mais Wolverhampton jouait encore sa relégation à l'époque. Oui. Voilà. mais enfin pour moi c'est vrai que Tottenham c'est vrai qu'ils ont essayé plusieurs formules. Pour moi je trouve qu'il y a une forme d'impatience dans leur maîtrise des coachs. Ok, Thomas Frank ça marchait pas, il y a un moment il fallait couper. Par contre je trouve qu'ils ont laissé trop peu de temps à Igor Tudor. Je pense qu'ils auraient dû lui laisser un peu plus de temps. Enfin, je sais pas combien de matchs il a fait, mais il en a fait. Il fait 2 semaines, quoi. Il a fait 2-3 matchs. Il fait un stage de 3e. Je trouve Il a fait 7 matchs en tout. 43 jours, il a fait un mois et demi. Je trouve c'est aussi linéaire. Je comprends le sentiment d'urgence, t'as envie de tout de suite changer, mais en fait, à changer tout le temps, est-ce que tu crées pas encore plus de déséquilibre? Moi, je pense qu'il fallait laisser encore plus de temps à Igor Tudor. Moi, je lui aurais laissé jusqu'à la fin de la saison. Bon, ils ont choisi de se reporter sur Roberto De Zerbi, qui arrive dans un contexte extrêmement difficile. C'est pas lui rendre service. En plus, il prend un gros contrat. Il prend un gros contrat. Et puis voilà, en Angleterre, on est resté sur les beaux souvenirs de Zerbi avec Brighton, mais là, il est dans un contexte complètement différent, avec une pression totalement différente. Donc, c'était pas. Son premier match était contre Brighton. Son premier match d'ailleurs était contre Brighton. 95e, comme ceux qui proposaient à l'OM sur son passage. Les mots suivent Roberto De Zerbi. Donc en fait, moi j'incrimine dans la chute de Tottenham, j'incrimine beaucoup la direction sur ces dernières années. À la fois les cadres non remplacés qui sont partis, Harry Kane, Hugminson, etc. Enfin, qui en fait ont jamais été qualitativement remplacés. L'effectif de Tottenham il est faible et pour moi c'est logique. Si faible pour descendre. Alors peut-être pas si faible pour descendre, mais en tout cas c'est un effectif qui s'est grandement appauvri. On pourra aller au cas par cas sur certains joueurs, mais moi par exemple certains joueurs comme Richarlison, mais c'est une catastrophe de voir ce genre de joueur jouer dans une équipe comme Tottenham. Enfin pour moi Ça me choque pas. Richarlison il est catastrophique. Enfin voilà, donc là je l'ai cité lui, mais je pourrais citer plein d'autres joueurs. Il a tapé sur Richarlison. Franchement, il voulait juste. Et pas d'autres, hein, il a pas cité d'autres noms. Non mais on pourrait citer d'autres noms, mais voilà, c'est le premier nom qui me vient. Quand tu vois qu'ils ont recruté Colomoni, bon. Voilà, mais bon, tu vois, ils tentent des trucs, mais tu vois, ils ont tentent des trucs. Mais voilà, pour moi, ils se sont grandement appauvris, et ça, c'est plus une faute de la direction que de l'entraîneur. Non, franchement, je regarde les derniers matchs qu'ils ont joués. La dernière victoire de Tottenham, elle remonte en première ligue, je parle. Hein. Attention, elle remonte. Et je remonte encore, les gars. Elle remonte à Crystal Palace en décembre. Est-ce qu'on peut en parler de ça? La dernière victoire de Tottenham remonte à Crystal Palace en décembre. Sinon, mais ça gagne plus de matchs que Tottenham en 2026. Vas-y, on parle de la Ligue 1 là, c'est bon. On avait dit match nul contre Brighton, ils ont perdu 1-0 contre Sunderland, ils perdent 3-0 contre Nottingham Forest, alors qu'ils sont chez eux et que Nottingham Forest joue le maintien aussi. Après, il y a eu ce match contre l'Atlético de Madrid, ils ont perdu contre Crystal Palace, contre Fulham, contre Arsenal, contre Newcastle, contre Manchester United, ils font match nul contre Manchester City. Leur seul bon match, j'avais vu ce match, ils étaient chiants à jouer pour City. Mais City a souvent un souci quand ils vont jouer à Tottenham. Mais là. Burnley, ils font match nul. Ils perdent contre West Ham. En FA Cup, ils perdent contre Aston Villa. Bournemouth. Match nul contre Sunderland à domicile. Match nul contre Brentford. Et là, il y a cette victoire contre Crystal Palace. Mais juste avant, encore une fois, c'est une défaite contre Liverpool. 3-0 encore une fois contre Nottingham. Enfin bref, c'est vraiment catastrophique du côté de Tottenham.
Enfin. Les défaites sont lunaires. Quand tu as cité les équipes, là. Non, mais on parle pas du haut gratin en plus, c'est ça le pire. C'est que. Oui, c'est ça. Ils perdent contre des équipes bas de classement en fait. Et c'est des défaites méritées à chaque fois. Et c'est même pas un vol, c'est même pas un truc. Même Brighton va chercher le match, c'est pas choquant. Quand tu vois le match que fait Brighton contre Chelsea, tu vois qu'en fait, en vrai de vrai, ils sont pas passés loin de la catastrophe, Tottenham. Et je pense que il y avait moyen qu'ils perdent. Et là, du coup, quand tu regardes les derniers matchs, Jérémy, est-ce que tu penses sincèrement que Tottenham va le faire? Non, j'y crois. Je pense qu'ils vont redescendre. J'ai arrêté d'y croire en janvier. Franchement, déjà, je comprenais pas comment ils arrivaient à sortir. Oh, peut-être c'était leur bouffée d'air frais d'être en Ligue des Champions. Ils finissent 4e si je me trompe pas. Mais je rejoins un peu ce qu'a dit Maxime. Je vais plus dire que c'est la faute de la direction. Et je remonte très loin. Depuis José Mourinho, mais même depuis des années. En fait, l'enchaînement des coachs, il est mauvais. T'es passé de Nuno Espirito Santos à Conte, à Pochettino, alors qu'il te fait gagner la Ligue Europa. Mais en vrai, ça joue mal. Ça joue très très mal. Tu finis 15e de Première Ligue. Tu passes après à Thomas Frank, qui faisait du très très bon boulot à Brentford. J'avais beaucoup d'espoir pour lui. Ça se passe mal. Tudor. En plus, pour préciser, De Zerbi, de base, c'est lui qui voulait avant Tudor. Il le voulait depuis bien plus longtemps. Il voulait pas non plus un contrat de seulement, je crois on lui promettait un contrat que de 6 mois, donc pas forcément de continuer. Et là, c'est aussi une erreur de la direction. T'as peut-être des chances de tomber, tu donnes après on n'a pas toutes les clauses, un contrat de 5 ans à un coach. Je pense qu'après, l'objectif de Zerbi, s'il va en deuxième division, c'est de remonter en première ligue. De toute façon, attention, non mais parce que comme disait l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui vont être bradés, je suis pas sûr que tu vas les garder. Et comme a dit Maxime, je trouve que c'était... Mais même de base, j'ai un problème avec Daniel Levy. L'effectif n'a jamais été calibré pour gagner un titre. Pour moi. Pourtant, avec Pochettino, ils vont quand même en finale de Ligue des Champions. Ils font quand même deuxième de Première Ligue, à 2 doigts d'aller la chercher. Les fameuses runs. Mais c'est ça, cette époque-là de Pochettino, pour moi, c'est vieux. Enfin, Ah non, mais ça commence à être vieux. Oui, mais on parle de la dernière époque où Tottenham, tu te dis, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Même si l'année dernière, ils vont chercher l'Europa League quand même. Sur une saison horrible, quand tu sais que c'est une finale Tottenham-Manchester United qui sont 15 et 16e de Première Ligue, on va dire chapeau aux effectifs de Première Ligue qui sortent du lot. Mais je trouve que tu as eu un talent générationnel, voire on verra à la fin de sa carrière, j'ai plus son âge, entre 31 et 33, tu avais Harry Kane, qui sera peut-être reconnu comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Il n'y avait pas que lui, il y avait que des non mais même Hugminson qui était sous-coté. Tu n'as jamais vraiment construit un effectif taillé pour les emmener au sommet. Quand tu vois ce qu'a fait Liverpool, quand tu vois ce qu'a fait City, même si City a d'autres moyens, quand tu vois ce qu'a fait Chelsea, même à une période de tenter des choses et d'investir, je vois pas Tottenham le faire. Maxime l'a dit aujourd'hui, tu vois l'effectif. Richarlison... Non, même les 3 buteurs, tu regardes Magistel, Colomboigny et Richarlison, c'est pas... À un moment, il a avec une attaque. Solanke aussi. De Zerbi, il fait avec ce qu'il a. Tu fais une attaque, Solanke, Richarlison, Colomboigny. Non mais... À ce niveau-là, donne juste ta démission, qu'on laisse les points aux autres. Et après, je sais qu'il a aussi des trucs. Ils ont perdu Kudus, ils ont perdu Madison, ils ont perdu... comment il s'appelle Kulusevski, qui était aussi des créateurs de jeu. Et je trouve que... Après, il fait ce qu'il peut faire avec son équipe. Il fait avec le matos. Mais en fait, cette équipe... En fait, depuis, comme vous avez parlé des épopées, des deuxièmes places, chaque année, ça descendait. Chaque année, ça descendait. Et chaque coach qui a été viré énonçait les soucis. Ça va pas avec la direction, on nous laisse pas le temps, ça va pas dans certains points, ça va pas avec le directeur sportif. Et en fait, chaque année, je trouve qu'ils ont laissé faire, et c'est juste la conclusion. Je veux pas l'analogie peut-être bizarre, c'est un peu comme un Bordeaux, on a vu la chute arriver et on n'a pas travaillé suffisamment pour anticiper. Tu fais dégager un Hugminson qui, bon, même si c'est la MLS, c'est une de tes légendes. Quand je vois l'attaque, il peut te rendre des services. Le milieu de terrain, tu as quand même des bons joueurs. Pape Matassar, Bentancourt, je suis pas sûr, mais les Bergval, non, comment il s'appelle? C'est Hall, je sais pas son prénom. J'ai oublié. Mais même, tu as une défense. Hall, tu parles de Newcastle, là. Non, mais ils ont un jeune joueur aussi. Gray, pardon, c'est Gray. Ta défense, elle est intéressante. Tu as du Van de Ven, même si je l'ai peut-être un peu surcoté. T'as du Udogi, t'as du Porro, t'as du Danso, t'as du Romero. Il y a quand même une base de gars assez solide. Non, mais ça, c'est une équipe pour jouer le milieu de tableau. Ça. Mais ça reste mental comme Arsenal. Au final, on était déjà prévenu, tu le disais la saison dernière. Est-ce que là, le fait qu'ils aient gagné l'Europa League la saison dernière, du coup, je disais, je me suis perdu. Le fait qu'ils gagnent l'Europa League, la saison dernière, c'était pas justement la chose qui a effacé dans l'esprit collectif que Tottenham était dans des saisons très compliquées et faisait partie plus de la deuxième partie de tableau
que de la première, et même peut-être même de se maintenir en fait en première ligue, parce que tu vois la saison dernière, bah, ils veulent aller chercher le maintien au final déjà. La direction s'est voilée la face, ils se sont dit oui, on a gagné un titre, vous voyez, on travaille bien, on a gagné un titre, mais ça fait pas tout. Regardez Manchester United, ils font la même saison qu'eux, ils perdent en finale, mais ils bossent derrière. Quand tu vois les investissements, Bah là, ils bossent. cette saison 3e. Ils vont en Ligue des Champions. On va me dire, oui, il y a du Bruno Fernandes, il y a du Mbeumo. Ils sont allés les chercher. On me dites pas que Tottenham n'a pas les moyens. Tottenham, ça reste quand même un gros cadre. Il faisait partie du Big 4, Big 6 de Première Ligue. Il y a eu des mauvais choix. Il y a eu un mauvais recrutement. Il y a eu une mauvaise gestion de joueurs. Il y a eu aussi le cas Bissouma, qui a pas pu jouer. Et non, comme tu as dit, je vais pas incriminer les coachs. On fait avec ce qu'on a. Mais quand tu vois que l'équipe chute depuis 3 ans, que ce soit mentalement ou qualitativement, Pochettino l'avait dit, l'équipe a un souci. Mourinho à l'époque le disait déjà, l'équipe a un souci. Ouais, c'est vrai, ils n'ont pas renouvelé leur effectif. Alors, juste pour l'information, ça fait plus de 50 ans que Tottenham n'a pas été relégué. Dernière relégation, c'était en 1976. Enfin, 1977, c'est la saison 1976-77. C'est quand même fou de se dire que ça fait plus de 50 ans que Tottenham n'a pas été relégué, qu'on était vraiment en train de vivre quelque chose d'historique. La dernière question pour clore cette émission. Qu'est-ce qu'il faudra faire si Tottenham vient à descendre ? Non, justement, je vais faire dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'il faudra faire si Tottenham vient à se maintenir à la surprise générale ? Qu'est-ce qu'il faut changer dans cet effectif ? Et donc même, on parlait de l'administration, de ce qu'il y a dans les grosses têtes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les changements ? Déjà, je pense que la première chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est déjà prendre conscience de leur niveau actuel et que cette équipe a besoin de se restructurer complètement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un changement de gestion en haut qui doit ensuite amener à une reconstruction de l'effectif. Il y a des joueurs qui, si tu veux à terme revenir parmi le gratin de Première Ligue, tu dois te séparer de certains joueurs, en recruter d'autres, investir. Pour le coup, ils n'ont pas d'autre choix que d'investir. Et donc, voilà. Ça, en Championship ? Ah non, c'est vrai que si j'avais non, si tu nous as demandé s'il restait en Première Ligue. Donc voilà. Donc en fait, voilà, il faut que l'échelle de direction, qui prend les décisions, etc., que tout ça soit bien cadré, qu'on sache qui prend les décisions et que peut-être donner le plein pouvoir à l'entraîneur. Je sais qu'ils ont un président qui est très présent, qui se mêle beaucoup du mercato, tout ça. Peut-être que le président devrait prendre un peu plus de recul et laisser plus sa place à l'entraîneur, qui au final finalement c'est lui qui est au contact avec les joueurs chaque semaine, chaque jour. Donc c'est aussi cohérent que l'entraîneur prenne plus de responsabilités dans... Faire confiance à De Zerbi potentiellement. Voilà, par exemple. Après, ça marche ou ça marche pas. Tu peux confier les pleins pouvoirs à un entraîneur et puis si ça marche pas, bon, à ce moment-là, tu t'en sépareras. Mais voilà, construire un projet solide en donnant les pleins pouvoirs à un entraîneur et voir ce que ça donne. Lui laisser du temps, c'est important parce que pour moi, 3 coachs dans une année, ça peut pas marcher. Tu fais ça quand tu es dans une situation d'urgence. Ils le sont actuellement, mais il faudra pas changer d'entraîneur au premier mauvais résultat qui vient. On sait que c'est souvent l'impatience des directions et surtout en Angleterre, ça arrive souvent. Donc voilà, pour moi, c'est ça la clé. En fait, la clé pour eux, c'est surtout l'organisation interne. Il faut qu'ils se remettent à plat complètement là-dessus. Et merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Jérémy. En tout cas, le North London Derby n'aura jamais été déséquilibré dans un point de vue où au classement les deux équipes sont totalement à 2 écarts, une en train de se maintenir, une en train d'aller chercher la première ligue. Bon, en tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Je veux remercier mon plateau tout simplement, Jérémy et Maxime. J'ai droit aussi. On va remercier on est loin, mais William aussi à la régie. Il fait ça derrière la caméra. Et nos invités de l'ombre. Qui sera là dans les prochaines vidéos. Bon, en tout cas, ce sera quelque chose à suivre en Première Ligue. En tout cas, nous, on va vous dire à très vite. À bientôt. À la prochaine. C'était Yara ça joue. Ciao, ciao.